Bonjour à tous et bienvenue à ce 8e point de presse du ministère des Armées de l'année 2023. Je commencerai par vous présenter les points clés de l'agenda de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, ainsi que ceux des agendas de Mme Patricia Mirallès, chargée des anciens combattants et de la mémoire auprès de M. Lecornu, et de Mme Sarah El Haïry, chargée de la jeunesse et du service national universel, auprès du ministre des Armées et du ministre de l'Éducation nationale. Je ferai ensuite le point sur les actualités du ministère des Armées, avant de céder la parole au colonel Bruno Cunha. Le colonel Cunha est adjoint au chef du service Europe, Amérique du Nord et Action multilatérale de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère. Il vous présentera la coopération franco-britannique en matière de défense. Enfin, le colonel Godillère, porte-parole de l'état-major des armées, vous exposera ensuite son récapitulatif hebdomadaire des opérations militaires françaises. Je commence par l'agenda de M. Lecornu, ministre des Armées. Hier, mercredi 22 mars, il a assisté au Conseil des ministres et a participé à la séance des questions au gouvernement au Sénat. Il a ensuite présidé le comité de liaison parlementaire sur l'Ukraine, qui rassemble les présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que les présidents des deux commissions de défense. Demain, le ministre participera à une réunion présidée par la Première ministre, Elisabeth Borne, sur la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Lundi prochain, 27 mars, il se rendra à l'Arc de Triomphe aux côtés du président de la République pour la cérémonie de ravivage de la flamme en l'honneur de la venue du roi Charles III d'Angleterre à Paris. Le soir, il sera à l'Élysée pour un dîner d'État. Pardon, pas à l'Élysée, à Versailles. Enfin, mercredi 29 mars, le ministre présidera les honneurs militaires organisés pour le départ de Sa Majesté Charles III. Je passe maintenant à l'agenda de Patricia Mirallès. Demain, vendredi 24 mars, la secrétaire d'État rendra visite à une classe de défense et de sécurité globale dans la commune de Ganges, dans l'Hérault. Mercredi prochain, 29 mars, elle représentera le ministre des Armées dans le cadre de la livraison d'un bâtiment de guerre des mines, baptisé Ostende, qui sera livré à la Belgique. Il s'agit du premier bâtiment livré dans le cadre d'un accord tripartite entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. Le lendemain, jeudi 30 mars, elle participera à la remise des prix du concours national de la résistance et de la déportation, aux côtés de Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et l'après-midi, toujours le 30 mars, elle assistera au colloque « Accompagner la blessure psychique du militaire » qui se tiendra à la Maison de la Chimie. Cette semaine, Mme El Haïry poursuit les consultations sur le service national universel. Ce mardi 21 mars, elle a notamment rencontré le général de corps d'armée Michel Lelion, qui est le pilote du groupe de travail sur la réserve militaire. Le double objectif de cette rencontre était de dresser un premier bilan des travaux menés par ce groupe et de nourrir une réflexion visant à inciter les jeunes à s'engager dans la réserve. Voilà pour les agendas, je passe aux actualités ministérielles et je commence par démentir une fausse information qui a circulé hier et qui faisait état de la formation de pilotes ukrainiens en France sur Mirage 2000. Je rappelle d'abord que le président de la République a effectivement dit que nous n'étions fermés à rien. Pour autant, nous ne formons pas de pilotes ukrainiens ni au pilotage, ni à l'usage de systèmes d'armes. En revanche, nous formons effectivement des équipages ukrainiens en France, notamment à la défense solaire et à la survie, au cas où leur appareil serait abattu. Donc, pour des raisons de sécurité opérationnelle et de sécurité tant des formateurs que des formés, nous ne communiquons pas plus, et vous le comprendrez, nous n'ouvrons pas non plus ces formations au reportage. Dans un autre registre maintenant, la 6e édition du SOFINS se déroulera du 28 au 30 mars à Souges. SOFINS, vous le savez, c'est l'acronyme de Special Operations Forces Innovation Network Seminar. Ce séminaire se tiendra donc à Souges, en Gironde, où est implanté le 13e régiment de dragons parachutistes. Cette année marque le 10e anniversaire de ce séminaire. Bisannuel, il est réservé aux professionnels des opérations spéciales. Il permet de faire l'état des lieux et des tendances en matière d'équipement innovant et de haute technologie destinés aux forces spéciales. Il constitue un lieu de rencontre entre innovateurs du ministère, start-up, petites et moyennes entreprises, entreprises de taille intermédiaire et grands groupes, dans le but d'optimiser l'innovation au service de l'efficacité en opération de nos forces spéciales. Je profite de ces actualités pour saluer la performance des blessés de l'armée de terre qui ont participé aux épreuves des Wounded Warrior Marine Corps Trial. Cet événement annuel organisé par le United States Marine Corps regroupe donc les marines des États-Unis, regroupe des rencontres sportives entre blessés de guerre de plusieurs nations. Du 28 février au 11 mars dernier,
une délégation de 10 blessés soutenue par la cellule d'accompagnement et d'aide aux blessés de l'armée de terre a concouru aux côtés de blessés américains, colombiens, estoniens, géorgiens, italiens, hollandais et britanniques sur le camp de Pendleton en Californie. La délégation française s'est illustrée avec un total de 24 médailles, 4 en or, 7 en argent et 13 en bronze. Ce qui est à noter, c'est que chacun des blessés français engagés a gagné au minimum une médaille, même si, pour la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, le principal objectif n'était pas la performance sportive, mais bien les moments de partage avec d'autres blessés, d'autres nations. Je poursuis dans le domaine sportif pour évoquer la fin de la formation d'une nouvelle promotion de moniteurs d'entraînement physique, militaire et sportif des armées. Avant que je ne vous en parle, une courte vidéo de présentation. Mais pour la France. Et l'esprit d'équipe qu'il développe, les forces physiques, psychiques, mentales acquises dans l'effort individuel et collectif, la concentration avant et pendant l'action et l'analyse des enseignements post-action sont des garanties. N'oubliez pas que vous venez du bataillon d'Antibes. Soyez dignes de vos anciens. À vous, mon pèlerin. La cérémonie dont vous venez de voir quelques images s'est tenue jeudi dernier 16 mars. 95 stagiaires de la 77 promotion de l'école interarmée des sports, promotion baptisée Major Donman, ont reçu leur brevet de moniteur d'entraînement physique, militaire et sportif. Cette cérémonie était présidée par le général d'armée aérienne Éric Autelet, major général des armées. Elle a, comme vous l'avez vu, eu lieu dans la cour des adieux du château de Fontainebleau. La formation dispensée au Centre national des sports de la défense permet à ces stagiaires d'acquérir de nombreuses qualifications techniques dans le domaine sportif, mais aussi théoriques relatives à la pédagogie, aux sciences biologiques et humaines, à la législation et à la réglementation appliquée aux activités physiques, militaires et sportives dans les armées. Il s'agit d'une formation complète et exigeante, indispensable au métier de moniteur EPMS. Grâce à cette formation de 7 mois et à leur capacité personnelle, physique et mentale, les moniteurs sont en mesure de dispenser dans leurs unités respectives des entraînements qui visent à améliorer et à maintenir la condition physique générale du soldat. Mais bien au-delà, ils assistent le commandement des unités opérationnelles pour l'entraînement au combat jusque dans les champs les plus durs des engagements majeurs, actuels et futurs. Cette 77e promotion, baptisée donc comme je l'ai dit Major Donman, spécialiste EPMS, était composée de 49 militaires de l'armée de terre, 20 militaires de l'armée de l'air et de l'espace, 9 de la marine nationale, 17 de la gendarmerie et elle comptait 14 femmes. Dès à présent, ces moniteurs vont maintenant rejoindre leurs unités et contribuer aux activités et à l'entraînement physique, militaire et sportif des armées, avec en tête la devise de l'école interarmée des sports, le courage, la force et la foi. Toujours dans le domaine sportif, samedi dernier 18 mars, s'est tenu le tirage au sort des phases de poule du championnat du monde militaire de rugby à l'Hôtel national des Invalides. En présence du général d'armée Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre et représentant en l'occasion, en l'espèce, le chef d'état-major des armées, et de plusieurs hautes autorités civiles et militaires organisatrices de cet événement sportif, ont été annoncées les rencontres entre les équipes militaires de 12 grandes nations du rugby militaire. La France, l'Australie, le Japon et les Pays-Bas feront la première poule. Le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, la Géorgie et l'Espagne constitueront la seconde. Et la troisième verra concourir les Fidji, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et l'Ouzbékistan. En 2023, le championnat du monde militaire de rugby se tiendra en France et plus particulièrement en Bretagne, qui a été retenu pour accueillir du 16 août au 10 septembre 2023 cette compétition internationale qui rassemble tous les 4 ans les sélections nationales militaires de rugby à 15. Durant donc
à peu près un mois, les grandes nations du rugby militaire s'affronteront à l'occasion de 30 matchs qui se disputeront dans 24 villes bretonnes différentes. En lien étroit évidemment avec la Ligue régionale de Bretagne de rugby, les armées sont pleinement engagées pour l'accueil de cet événement international qui va donc rassembler 12 nations et plus de 500 joueurs et encadrants qui mobiliseront 25 stades et 12 sites d'hébergement. Nous allons passer maintenant à l'innovation et je continue en mentionnant une bonne nouvelle pour le soutien à l'innovation technologique. Ce mardi 21 mars, le ministère des Armées a annoncé la levée de 22 millions d'euros de capitaux en faveur d'une start-up qui s'appelle 22 via le Fonds d'innovation de défense. Ce fonds, vous le savez, a été créé en 2020 à l'initiative de l'Agence d'innovation de la défense. Il est géré par BPI France. Il soutient la croissance et le développement d'entreprises innovantes dont les technologies duales présentent un intérêt pour le secteur de la défense. La start-up baptisée 22 a développé une plateforme brevetée d'analyse de flux vidéo en temps réel grâce à de l'intelligence artificielle. Cette solution de déploiement et de paramétrage d'algorithmes permet aux équipes opérationnelles de contrôler et d'optimiser leurs actions sur le terrain pour une prise de décision plus rapide et plus efficace. Dans le secteur civil, cette solution est déjà déployée dans de nombreuses villes et sur des sites privés. Cette levée de fonds donc, de 22 millions d'euros permettra à cette Startup 22 d'accélérer sa commercialisation sur plusieurs marchés et de poursuivre ses développements technologiques qui auront un intérêt dans le domaine de la défense, notamment en termes d'analyse et en temps réel d'images captées, d'identification à des fins de reconnaissance et de renseignement, ainsi que pour la sécurisation d'infrastructures. Dans le domaine capacitaire cette fois, le drone Sky Carrier, qui a effectué ses premiers vols d'essai début mars sous la conduite du groupement innovation de la section technique de l'armée de terre, Donc, 3 télépilotes ont été formés au sein du Battle Lab Terre qui relève de cette section technique de l'armée de terre. L'appareil, lui, est développé par l'industriel français Milton. Il s'agit d'un drone multirotor à haute stabilité qui est discret, qui a une capacité de levage très importante. Ces essais s'inscrivent dans le cadre de l'exploration d'une nouvelle capacité de drone bombardier. Il pourrait ou il devra emporter et larguer 20 grenades de 40 mm sur un objectif situé jusqu'à 10 km du télépilote. Il s'agit du premier drone de cette catégorie à être expérimenté en France. Ces drones armés visent à répondre à un besoin des forces terrestres dans l'appui au contact ou le harcèlement du dispositif adverse. C'est un système mobile, discret, équipé de caméras permettant d'accomplir des missions de renseignement. Sky Carrier permet d'effectuer des frappes précises, soit d'opportunité, soit planifiées. Les prochaines étapes de cette exploration auront pour objet d'expérimenter l'intégration de ces systèmes au sein d'unités combattantes sous la supervision du Battle Lab Terre. Je reviens à l'Agence d'innovation de défense et de la sélection de 2 consortiums d'entreprises dans le cadre de l'appel à projet Colibri. Lancé en mai 2022, cet appel à projet vise à faire émerger rapidement des solutions françaises de munitions téléopérées, disponibles à bas coût, faciles d'emploi, capables de neutraliser des cibles légères dans un périmètre de 5 km. L'un des projets retenus consiste en une munition reprenant les technologies d'un drone à voilure tournante. Cette solution, qui est portée par les sociétés MBDA et Novadem, favorise la manœuvrabilité du drone et devrait permettre d'explorer des cadres d'emploi en environnement urbain et peu ouvert. Un second projet est développé par Nexter cette fois-ci et une société française de drones qui vise à adapter un drone de surveillance à voilure fixe. Cette solution favorable à l'endurance devrait permettre d'explorer des cas d'usage en environnement ouvert et possiblement plus vaste. Ces 2 projets ont été retenus parmi 19 propositions industrielles. Les premières démonstrations sont attendues d'ici à fin 2023, donc fin de cette année. Elles permettront à l'Agence d'innovation de la défense et à la Délégation générale de l'armement d'évaluer la pertinence des propositions industrielles vis-à-vis du besoin opérationnel. Cet appel au projet illustre par ailleurs le recours à l'innovation pour faire autrement. Pas de spécifications techniques, mais la description des effets attendus. Ces effets à produire doivent être ambitieux tant dans les effets eux-mêmes que dans les délais, la prise en compte du coût récurrent, donc du coût complet, et ceci sera un facteur dimensionnant. La solution qui sera retenue devra présenter un coût global d'utilisation significativement inférieur aux armements actuellement utilisés pour des effets supérieurs. La DGA, qui est très en lumière aujourd'hui,
lance la production, ou vient de lancer la production de 7 vedettes de série de soutien à la plongée. J'avais évoqué il y a quelques mois ces vedettes de soutien à la plongée. Nous sommes maintenant dans la phase suivante. Donc la Direction générale de l'armement a lancé le 2 mars dernier la production en série de 7 vedettes de soutien à la plongée. Cette décision de lancement fait suite aux résultats satisfaisants de l'expérimentation de la première vedette de soutien à la plongée Ofris, dont je vous avais annoncé la livraison en novembre dernier. Ces 8, la première expérimentale et les 7 de série, ces 8 vedettes serviront à la lutte contre les mines dans les fonds marins de faible profondeur. Elles seront utilisées par l'école de plongée de Saint-Mandrier et les 3 groupes de plongeurs démineurs stationnés à Toulon, Brest et Cherbourg. Les principales missions de ces vedettes concerneront des recherches et interventions jusqu'à 60 mètres de profondeur avec une équipe de 16 plongeurs, des recherches par sonar remorqué jusqu'à 100 mètres de profondeur, le soutien aux chantiers de travaux sous-marins ou encore des expertises et des interventions sous les coques des bateaux. Grâce à leur taille et à leur tirant d'eau réduit, ces vedettes pourront être déployées dans les zones de faible profondeur d'eau, non accessibles à des moyens plus conséquents. La livraison de la deuxième vedette, donc la première de série, est prévue au 3e trimestre 2024 et les livraisons des vedettes suivantes seront échelonnées tous les 3 mois jusqu'au second trimestre 2026. Voilà pour les actualités du ministère. Y a-t-il des questions, en commençant par les questions en salle ? Et s'il n'y a pas de questions en salle, questions en audio ? Oui. Daphné Benoît de l'AFP, vous m'entendez ? Bonjour Madame Daphné, nous entendons très bien. Oui, bonjour Général. Juste une petite question pour rebondir sur votre démenti et sur les indications que vous nous donnez sur la formation d'équipage ukrainien, notamment la défense solaire et à la survie. Est-ce que vous pouvez saisir cette occasion pour nous faire un petit point sur l'ensemble des formations dispensées par les armées françaises à l'armée ukrainienne sur le territoire français, s'il vous plaît? Alors très sommairement, parce que je n'ai pas le détail ici, mais on pourra revenir vers vous. Je ne pourrais pas couvrir le champ de toutes les formations que nous offrons à l'Ukraine. Je rappelle qu'il y a 2 types de formations. Des formations spécialisées dispensées en France, qui doivent concerner jusqu'à 1200 militaires ukrainiens sur l'ensemble de l'année. Et puis, comme je vous l'avais dit, et le collègue Gaudhier avait précisé cet élément, 150 formateurs français dans le cadre d'une mission européenne de formation déployée en Roumanie en Pologne, formeront jusqu'à 600 militaires ukrainiens par mois. Mon colonel, si vous voulez après rentrer dans les détails, vous ferez à l'occasion de votre point opérationnel. Voilà ce que je peux vous répondre à brûle pour point, Madame Benoît. Une autre question ? Donc s'il n'y a pas d'autres questions sur ces actualités générales, je passe au focus thématique de ce jour qui sera consacré à la coopération franco-britannique de défense. Si la coopération entre nos 2 nations est séculaire, elle s'est considérablement renforcée au cours des 15 dernières années, notamment depuis la signature du traité de Lancaster House en 2010. C'est ce traité qui établit les fondamentaux robustes d'une coopération militaire entre la France et le Royaume-Uni en matière de défense. Sans entrer dans le détail du traité sur lequel reviendra le collègue Cunha, cet accord a permis de créer un cadre juridique solide qui traduit la volonté commune d'une coopération opérationnelle, d'une mutualisation des moyens et d'une rationalisation des capacités. Le récent sommet franco-britannique s'est tenu à Paris le 10 mars dernier, a réaffirmé la teneur de ce partenariat de long terme qui est mutuellement avantageux dans les domaines capacitaires, industriels, opérationnels, de dissuasion comme de coopération internationale. La relation franco-britannique de défense repose sur 3 piliers, un pilier opérationnel, un pilier capacitaire et un dialogue politico-militaire permanent. Mon colonel, je vous cède la parole. Merci mon général. Bonjour à tous, donc colonel Bruno Cunha de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. On est à peu près au milieu entre la sortie du sommet du 10 mars dernier, qui était vraiment un sommet de reprise des avancées de la coopération bilatérale de défense entre la France et la Grande-Bretagne, notamment après les périodes un peu difficiles des négociations du Brexit et puis de la déclaration en septembre 2021 de l'Alliance AUKUS.
vraiment une vraie volonté partagée de reprise de dialogue entre le Premier ministre Sunak et le Président de la République. Et puis nous sommes à quelques jours de la visite du roi en France, et donc il semblait pertinent de faire avec vous un petit point sur la réalité et les points saillants de la coopération bilatérale avec le Royaume-Uni en termes de défense. D'abord, quelques éléments de contexte qu'il faut quand même rappeler, c'est que la France et le Royaume-Uni sont les deux seules puissances nucléaires européennes. Elles sont membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, alliés de l'OTAN. Et à ce titre, ces deux nations, ces deux pays partagent des ambitions qui sont de niveau similaire sur la scène internationale. Et elles se sont dotées des outils politiques et militaires afférents. Ces deux pays, elles partagent en fait souvent une analyse et une lecture assez similaires des enjeux internationaux et des moyens d'y répondre. On a aussi des outils de défense qui sont comparables en termes de capacité, de taille et de volonté de les utiliser. Donc c'est logique que ces deux pays aient développé une coopération de défense qui soit un élément structurant de la relation bilatérale. Et comme je disais, comme cette relation de défense s'est développée de manière bilatérale, elle a permis de vivre et de continuer à se développer malgré les difficultés européennes des négociations du Brexit. Quelques éléments de perspective historique, parce que Lancaster House 2010 en fait, n'est qu'en fait l'épilogue d'un processus qui s'est créé au XXe siècle, avec 1904 la création de l'entente cordiale. Après la Seconde Guerre mondiale en 1947, on a eu un traité qui est un peu moins connu, c'est le traité de Dunkerque, qui a créé une alliance qui s'appelait l'Alliance militaire de l'Union de l'Europe occidentale, qui a été dissoute en 2011 et qui crée à l'époque une alliance entre la France, le Royaume-Uni, le Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. C'est surtout dans une volonté de se prémunir en cas de nouvelle attaque allemande. 1949, bien sûr, traité de Washington, création de l'Alliance Atlantique avec la France et la Grande-Bretagne, deux pays membres fondateurs. L'intervention de Suez en 1956, qui a été quand même un élément frappant dans le cadre de la nécessité de penser peut-être des manœuvres bilatérales de défense. Et puis en 1992, la création d'une commission nucléaire conjointe qui existe encore aujourd'hui, mais sur laquelle je ne m'étendrai pas. Dans la période récente, en fait, la dynamique s'est vraiment développée en 1998 avec la déclaration de Saint-Malo. C'était avec une forte volonté de Jacques Chirac à l'époque et puis de Tony Blair dans un cadre de crise des Balkans, post-mur de Berlin, chute de l'URSS, de développer la coopération. Et puis en 2012, bien sûr, les accords de Lancaster House sur lesquels je vais revenir. En fait, donc les accords de Lancaster House, en fait, il y a deux traités. Il y a deux accords. Il y a un accord qui a vocation à développer la coopération en matière de nucléaire, qui est un domaine réservé et sur lequel on n'élaborera pas aujourd'hui. Et puis un traité conventionnel sur les relations de défense et de sécurité, avec, au-delà du dialogue politico-militaire qui s'instaure depuis 2010, qui est très nourri, deux véritables piliers. Le pilier opérationnel, qui vise à renforcer les capacités des deux armées à opérer ensemble, à renforcer les logistiques communes, les structures de commandement ad hoc communes, pour pouvoir se déployer sur des théâtres si on décide d'y aller ensemble. L'outil principal, je reviendrai dessus, c'est la Combined Joint Expeditionary Force, qui est une force conjointe non permanente, capable de se déployer jusqu'à 10 000 hommes, avec les moyens associés. La CJF, donc cette Combined Joint Force, elle doit pouvoir remplir un certain nombre de missions qui va du secours aux populations jusqu'à l'entrée dans un théâtre non permissif pour des opérations de haute intensité. Cette force conjointe a donné lieu à un plan d'entraînement depuis 2012 et sa pleine capacité opérationnelle a été déclarée en 2020 lors des 10 ans du traité. Il ne s'agit pas d'une force permanente, on ne fixe pas des forces françaises armes aux pieds pour attendre un éventuel déploiement avec les Britanniques. C'est une force qui peut être activée sous faible préavis avec une structure de commandement commune, des systèmes d'information qui communiquent et des procédures communes pour qu'à la fois les états-majors interarmés
et les composantes terre-air-mer puissent opérer ensemble. Le deuxième pilier, c'est le pilier, comme vous l'avez dit mon général, équipement, industrie, où là, on est à la fois avec un objectif politique de renforcement du pilier européen de notre base industrielle de défense, surtout autour de MBDA, j'y viendrai après, mais pas seulement, et en acceptant, en assumant des dépendances communes dans les composants, notamment missiles. Alors il y a une structure de dialogue très développée qui s'est mise en place très rapidement, une sorte de pyramide top-down, avec bien sûr les sommets de chefs d'État que nous avons eus le 10 mars dernier à Paris. On a eu des sommets de chefs d'État à Brize Norton en 2014, Amiens 2016 et Sanders 2018, où là, véritablement, nos deux dirigeants, le président de la République et le Premier ministre, donnent l'impulsion, donnent les grandes orientations qui est déclinée dans une feuille de route franco-britannique. Sous ces sommets, en fait, ces sommets sont préparés par un organe qu'on appelle le Senior Level Group, qui est animé à la fois côté Élysée par le Sherpa du président, son conseiller diplomatique et le chef de l'état-major particulier, et côté britannique, le National Security Advisor, qui est la personne qui fusionne un peu les deux fonctions, chef EMP et Sherpa côté britannique, où on fait remonter les initiatives de niveau politique, à la fois du pilier opération, donc piloté par le chef d'état-major des armées et le Chief of Defence Staff, son homologue britannique, qui eux-mêmes ont décliné une feuille de route militaire qui est animée par leurs adjoints, leurs majors d'armée, des armées. Et puis le côté capacitaire avec un High Level Working Group qui est animé par le directeur, le délégué général à l'armement et son homologue britannique pour les aspects capacitaires et industriels. Voilà. Aujourd'hui, la réalité de la coopération, qu'est-ce que c'est? Cette coopération incontournable, comme je disais, elle a survécu au négo du Brexit et au partenariat, à la déclaration du partenariat AUKUS. Le sommet de Brize Norton a déjà renforcé la dimension nucléaire du dialogue entre les deux pays. C'était un point important parce qu'on assiste avec le conflit en Ukraine à la résurgence de ce qu'on appelle la grammaire nucléaire, c'est-à-dire la manière de parler de la dissuasion nucléaire parmi les États dotés. À ce titre, les deux chefs d'État ont notamment réaffirmé qu'il n'existait pas de situation dans laquelle les intérêts vitaux de la France ou du Royaume-Uni pourraient être menacés sans que ceux de l'autre pays ne le soient également. Il réaffirmait à ce titre leur attachement à la déclaration conjointe de Chequers en 1995. Ça, je pense que c'est vraiment fondamental dans le cadre du conflit en Ukraine à l'heure actuelle. La coopération bilatérale dans le domaine nucléaire, c'est-à-dire le premier traité de Lancaster House, a été valorisée et a été rappelée. Dans le cadre du conflit ukrainien, la coopération entre les deux pays en soutien à l'Ukraine a été réaffirmée dans le cadre du retour des États-puissances et de ce conflit à la frontière est de l'Europe. Les deux pays ont confirmé leur réengagement à poursuivre sans faille leur soutien à l'Ukraine pour continuer à faire des progrès. L'Ukraine puisse continuer à faire des progrès décisifs sur le terrain en termes militaires pour défendre la population et les infrastructures essentielles du pays. En termes de troisième point important à retenir de la déclaration commune, c'est le pilier UE-OTAN, qui est un point important. Malgré, bien sûr, le Brexit, il est nécessaire de continuer à travailler aux coopérations entre l'OTAN et l'UE. Un seul exemple, ce qu'on appelle la mobilité militaire. Si l'OTAN, un jour, au travers d'un article 5 ou d'une autre situation, décide de déployer en Europe des matériels lourds, elle le fera par les airs, mais aussi par des ports, par des routes, par des ponts, par des tunnels, via des ports français ou des ports hollandais. On est un peu à la poignée de l'éventail d'une force lourde qui se déploierait vers l'Est. La Grande-Bretagne serait bien sûr particulièrement impactée également. Et donc il est nécessaire de pouvoir travailler aux capacités à projeter vers l'Est de l'équipement militaire lourd. Et la France et la Grande-Bretagne ont un rôle à jouer là-dedans. Alors sur le pilier opérationnel, j'ai déjà parlé de la Combined Joint Expeditionary Force. Il faut savoir aussi que la France et la Grande-Bretagne coopèrent dans des entraînements ad hoc, par exemple pour l'armée de l'air,
des entraînements trilatéraux avec les Américains, notamment sur notre capacité à opérer ensemble avec des avions de 4e et de 5e génération. Les axes d'effort pour 2023, ce sera surtout une meilleure coopération dans la logistique, dans l'échange de renseignements accrus, et puis un accès mutuel facilité aux points d'appui militaire. Les deux pays vont aussi travailler en renforcement de la coopération dans le domaine du cyber, dans la coordination des déploiements maritimes, alors avec deux focus, une meilleure coordination des déploiements de nos groupes aéronavals et un intérêt particulier pour mieux se coordonner dans les déploiements navals et potentiellement aériens dans l'Indo-Pacifique. Un petit point sur quelque chose d'assez concret qui est le réseau d'officiers d'échange qui continue à vivre et à se structurer. Deux choses à retenir. On a actuellement de chaque côté de la Manche environ 55 officiers d'échange, à la fois interarmés et dans chaque armée terre-mer, qui continuent à œuvrer et qui sont pleinement intégrés dans les structures de l'autre pays, parfois avec de hauts degrés d'intégration. Et puis, depuis 2016, un échange d'officiers généraux avec un général britannique qui est adjoint de la première division à Besançon, et un Français qui est général adjoint de la One UK Division à York. Alors sans préempter certains sujets de l'EMACOM, mais quelques exemples d'opérations et d'activités d'entraînement communes. Lors de Orion 2023, il y a eu pas mal de travail sur les capacités à faire des opérations aéroportées ensemble. On a eu des spécialistes britanniques qui étaient dans l'exercice spatial Astérix. Il y a une frégate, la HMS Duncan, qui a été engagée, ainsi qu'un A400M britannique, et puis le 2 Royal Gurkha Rifle, infanterie britannique. Un petit focus flanc Est, où surtout en Estonie, on a un sous GTIA ou une compagnie française, suivant les rotations légères ou équipées récemment de Griffon, qui est déployé en Estonie au sein du battle group britannique, où on trouve également des éléments danois. Donc on s'entraîne avec les Britanniques et on se déploie là-bas sur le flanc Est dans la réassurance des pays baltes depuis plusieurs années. Et puis nos Rafales déployés en Lituanie peuvent conduire des entraînements valorisés avec ravitailleurs ou Eurofighter britanniques depuis les pays baltes. En termes de Moyen-Orient et du Levant, bien sûr, nous sommes toujours engagés dans la coalition Inherent Resolve. Et dans la zone du Golfe d'Oman et de l'océan Indien, nos deux nations participent à la Combined Maritime Force, qui est une coalition de 34 pays qui a été créée après les attentats de 2001 et qui participe à la réassurance et à la sécurisation dans le Golfe d'Oman et l'océan Indien. L'état-major français qui prendra le commandement d'une des task force de cette Combined Force intégrera des officiers britanniques en son sein. Sur le pilier capacitaire, il y a un point que je voulais aborder, c'est dans un premier temps, c'est la filière missiles avec MBDA, avec une décision en 2012 des deux États de créer et de mettre en œuvre un principe de centre d'excellence partagé, donc 4 côtés France et 4 côtés britanniques, au sein de la société MBDA, donc MBDA France, MBDA UK, avec des dépendances partagées pour le portfolio, une partie du portfolio missile de MBDA. Ce projet s'est concrétisé en 2015 et par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que on a quasiment la totalité des calculateurs missiles de ce portfolio, les missiles qu'ils soient français ou britanniques, qui sont fabriqués en France. Donc on a des vraies dépendances partagées et assumées. On a un programme emblématique sur lequel on continue à travailler avec les Britanniques, c'est les futures générations de missiles de croisière, donc successeurs du Scalp côté français et du Storm Shadow équivalent côté britannique, et puis le futur des missiles anti-navires, donc Harpoon côté britannique et Exocet côté français. Le sommet a confirmé la volonté d'avancer ensemble sur des briques technologiques communes, sur des familles communes de missiles, avec deux options principales en fonction que l'on privilégie la survivabilité ou bien la longe du missile, avec une technologie plutôt furtive et subsonique, et puis une technologie plutôt manœuvrante et supersonique, haut supersonique.
L'horizon, c'est d'avoir une capacité notamment pour les successeurs Scalp et Storm Shadow à l'horizon 2030. Pour éviter d'avoir des ruptures capacitaires, il est important de travailler sur ce sujet. En termes de missiles, il y a d'autres coopérations, ce qu'on a appelé le missile anti-navire léger, qui est une coopération franco-britannique également. Un intérêt britannique marqué pour les versions les plus modernes du missile de défense aérienne Aster, ce qu'on appelle le Aster B1NT. Et puis bien sûr le programme Météor de missiles d'interception longue portée RR Météor, qui continue à vivre et qui sera modernisé. C'est un projet que nous menons avec le Royaume-Uni, mais également l'Allemagne, l'Italie, la Suède et l'Espagne. Dans le domaine maritime, le projet phare est le projet de Maritime Mine Countermeasure. C'est un projet de drone, de lutte anti-mine, de drones sous-marins, avec deux démonstrateurs qui ont été livrés en fin 2020 à nos marines respectives et qui ont été testés pour avoir des systèmes de série prévus en 2023. Et puis dans le domaine terrestre, une vraie pépite, une joint venture qui a été développée par Nexter et BAE Systems, qui a produit un canon qu'on appelle le CTA 40 mm, avec une munition très véloce qui permet d'avoir un impact cinématique assez élevé, comparable à un canon de 90. Et qui équipera côté français dans le cadre du programme Scorpion, qui équipe déjà les véhicules Jaguar, et côté britannique le programme Ajax, qui a connu un peu de retard mais qui est en cours de résolution. Et puis une réflexion actuellement sur la capacité à adapter ce canon de 40 mm pour de l'artillerie antiaérienne. Si on regarde un peu à plus long terme, DGA et DNS, son pendant britannique, continuent à dialoguer et à travailler, même de manière assez concrète, sur le partage d'installations d'essais, notamment dans le domaine hydrodynamique et de l'aérotransport. En matière de recherche et technologie, pas mal d'axes d'efforts qui ont émergé lors du sommet. L'interopérabilité de nos systèmes de lutte anti-drone. On ne développe pas ensemble, mais on travaille sur notre capacité à ce que nos systèmes puissent travailler ensemble. Des recherches dans les armes à énergie dirigée. On continuera à travailler dans les frappes de précision en profondeur. Et puis, un domaine un peu exploratoire, c'est la maîtrise des fonds marins, qui devient un milieu de plus en plus important dans le champ de la conflictualité. Et puis, un dialogue sur nos futures flottes d'hélicoptères. Voilà pour la coopération. Je voudrais finir par un petit focus typiquement britannique, puisque le 13 mars dernier, les Britanniques ont sorti un refresh, un rafraîchissement de leur Integrated Review, de leur revue de défense stratégique. Ils l'ont fait simultanément aux annonces sur la poursuite du programme AUKUS. Et juste avant leurs annonces budgétaires de printemps, dans un contexte budgétaire britannique qui est assez tendu. L'Integrated Review britannique était sorti en 2021 sous le gouvernement Johnson, et ce refresh 2023 prenait en compte bien sûr les changements stratégiques avec l'invasion en Ukraine et voulait démontrer de manière un peu plus concrète un tilt, une bascule britannique aussi vers l'Indo-Pacifique qui s'affirme de plus en plus. Les points à retenir pour nous, c'est que quand même, dans ce refresh, les Britanniques mentionnent avec force leurs partenariats internationaux, notamment avec la France, qui est cité à plusieurs fois. Il faut noter également un intérêt de plus en plus marqué des Britanniques pour leur coopération avec les Middle Powers, notamment dans la zone Asie-Pacifique, face à une Chine qui est considérée, je cite, comme un epoch-defining and systemic challenge. Donc la relation avec la Chine définit notre époque et est un défi systémique. Et puis bien sûr, l'alliance AUKUS et puis la proposition britannique à certains pays comme le Japon de participer à leur projet d'avions de combat de 6e génération qu'ils appellent désormais le GCAP, le Global Combat Air Power. Voilà pour ce qu'il faut en retenir. Sur l'aspect financier, réaffirmation d'un effort financier malgré le contexte pas forcément très favorable, avec un effort de défense à 2,2% du PIB,
Ce qu'il faut retenir, c'est que les Britanniques dépenseront 188 milliards de livres sur la période 21-24, avec une augmentation de 5 milliards, 3 pour le nucléaire, avec, je pense, une partie AUKUS, et puis 2 milliards pour le réapprovisionnement en armes et en munitions suite aux cessions à l'Ukraine. Ce refresh ne définit pas la date d'arriver à 2,5% du PIB qui avait été voulu par M. Johnson. Le Télégraphe, média bien connu, avance à partir de 2025. Et en termes de R&D, un effort à 20 milliards de livres sur 24-25 pour la Grande-Bretagne. Voilà, messieurs, dames, in a nutshell, dans une coquille de noix, comme disent les Britanniques, des éléments d'éclairage que je voulais vous communiquer sur la relation franco-britannique. Entre ces deux événements majeurs, le sommet et la visite du roi, une coopération britannique, s'il y a un seul message à retenir, qui est particulièrement importante dans le contexte stratégique actuel de réémergence d'un conflit de haute intensité aux portes de l'Europe, et la nécessité de renforcer le pilier européen de la défense dans le partenariat transatlantique avec les Américains. Voilà, mon général, mesdames, messieurs, j'en ai terminé. Si vous avez quelques questions, je suis tout à fait ouvert. Merci, mon collègue, de rester disponible pour les questions en salle tout d'abord. On va commencer par le fond et revenir vers l'avant. Oui, bonjour mon colonel, Eric Biegala, Radio France. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits détails supplémentaires concernant le Combat Joint Expeditionary Force? On a juste simplement 10 000 hommes activables à faible préavis. Quel type d'unité? Est-ce que c'est interarmes? Est-ce qu'on a des engagements d'un pays ou de l'autre et ou des deux sur certains types de matériel, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques petits détails là-dessus? Très bien. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par les matériels. Il n'y a pas de matériel mis en commun spécifiquement pour la Combined Joint Expeditionary Force. Les investissements communs en termes d'équipement pour cette capacité concernent surtout les structures de commandement et les structures de communication et de partage de renseignements, puisqu'il faut s'assurer que lorsque vous montez une opération franco-britannique, que votre état-major franco-britannique puisse travailler et qu'il puisse notamment communiquer avec ses capitales et les forces déployées sur le terrain. D'une manière globale, la Combined Joint Expeditionary Force, c'est un état-major de niveau opératif interarmé qui peut agir sur des commandements de composantes, donc terre, air, mer, qui sont également franco-britanniques. Dans ces états-majors, vous pouvez avoir une nation cadre en fonction du théâtre où vous vous déployez ou de la volonté politique, avec un ratio majoritairement d'un côté d'un pays, mais il est vraiment hybride, il est vraiment franco-britannique. Ensuite, les unités sur le terrain resteront des unités nationales. On ne peut pas, au niveau tactique, mixer sans impacter l'efficacité opérationnelle, notamment sur le terrain, dans le domaine terrestre, des unités françaises et britanniques. Elles savent travailler ensemble, elles ont des procédures communes, mais on ne va pas mélanger des sections. Dans le domaine maritime et dans le domaine aérien, c'est un tout petit peu plus facile de travailler en bilatéral à un niveau assez bas, du niveau de l'unité navale, bien sûr, des bateaux qui peuvent travailler ensemble. Et puis, au niveau aérien, sur des Combined Air Operations, on peut très bien avoir des patrouilles de Rafale qui travaillent de manière très intégrée avec des patrouilles d'Eurofighter ou des avions de transport britanniques ou des ravitailleurs. D'ailleurs, on le fait tous les jours en entraînement. On peut très bien se ravitailler sur des MRTT britanniques. Ça pose aucun souci. Les véritables enjeux, c'est vraiment... alors, je vois deux enjeux principaux. Bien sûr, c'est le partage de renseignements, puisqu'il peut y avoir des restrictions nationales qui sont tout à fait normales, qui peuvent être appliquées à ce partage de renseignements. Et puis, la différence de processus politico-militaire dans la décision d'engagement. Puisque on a quand même cette particularité en France d'avoir un processus d'engagement des militaires qui est très direct entre le président de la République et le chef d'état-major des armées. C'est une situation que vous ne retrouvez pas au Royaume-Uni, où la décision d'engagement est prise par le Premier ministre, mais dans un processus interministériel qui est un petit peu plus, je dirais, complexe qu'en France. Et donc, il est nécessaire aussi dans les entraînements de la CGF à pouvoir entraîner ces niveaux
qui articule le politique avec le militaire pour être sûr qu'on puisse agir rapidement. Donc en fait, in fine, vous avez tout un niveau d'entraînement qui va du politico-militaire jusqu'au tactique. Et chaque année, en fonction des plans de charge des armées et de l'état-major des armées et du CPCO, on entraîne des échelons différents. Monsieur Begala, pour entrer un peu plus dans les détails, un peu plus dans les détails, pour conforter un petit peu tout ce qui vient de dit par le colonel Cunard, il y a un excellent article dans la revue de défense nationale de mars 2021, de mémoire, coécrit par les 2 commandants adjoints français et britanniques, échangés entre les 2 divisions sur l'ensemble de la CGEF. Une autre question, il y avait une autre question. Oui, pardon. Sur le faible préavis d'activation, faible préavis d'activation, est-ce qu'on peut avoir? On parle de jours, on parle de semaines, ou on parle de rien? Je ne pense pas qu'il y ait de contrat. En tout cas, je ne communiquerai pas dessus s'il y avait des contrats opérationnels. Après, on peut très bien envisager des engagements avec un harpon et puis renforcé par un échelon lourd. Donc, j'ai pas de chiffres à vous donner là-dessus. Olivier Thalès-Lacroix. J'avais une question concernant le AUKUS et Brexit. Durant les difficultés pendant cette période, est-ce qu'il y a des programmes qui ont été mis entre parenthèses? Par exemple, les échanges au niveau des officiers? Non, à ma connaissance, l'impact a eu lieu au niveau politique. Donc, quand j'ai détaillé la pyramide de dialogue, forcément, ça a eu un impact des sommets. Enfin, le dernier sommet était en 2018 et sur le Senior Level Group. En revanche, au niveau infra, les travaux ont continué. On était vraiment... Et d'ailleurs, il y avait une vraie volonté des 2 côtés, pour être tout à fait clair, d'utiliser ce vecteur de la coopération bilatérale pour maintenir un vrai lien, malgré les difficultés de la négociation du Brexit. Et on avait vraiment une volonté de décorréler les 2 problématiques. Et une deuxième question toute simple, mais au niveau des conversations, elles se font en quelle langue? English, sir. Yeah, indeed. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'OTAN, on s'entraîne tous les jours en anglais, donc c'est vraiment la langue opérationnelle de base et que nos militaires switchent assez facilement. Nous allons passer aux questions en audio. Bonjour, Élise Vincent du Monde. Bonjour Madame Vincent. J'aurais envie de précision, vous avez parlé d'un travail pour améliorer la coordination dans le domaine notamment aérien dans l'Indo-Pacifique avec les Britanniques. Est-ce que vous pouvez le détailler? Alors le focus du sommet, bonjour madame, est surtout sur le domaine maritime, de coordination de nos déploiements, afin en fait d'optimiser les effets stratégiques que nous recherchons dans la zone, notamment en termes de respect du droit international et de liberté de navigation. On sent qu'il y a un besoin de mieux partager nos agendas, nos prévisions de déploiement pour éviter de se retrouver, par exemple, avec deux groupes navals au même endroit, au même moment, et de maximiser les effets. En termes aériens, je pense que la discussion elle est moins développée, mais je pense que ce sera un axe d'effort si, notamment pour l'armée de l'air française, nous confirmons la dynamique de déploiement régulier dans la zone. Juste une deuxième question, plus générale. Est-ce que le modèle d'armée britannique est un exemple pour les Français? Ou au contraire, ça sert de repoussoir? Je vais laisser le colonel Cunard répondre et, merci, mon général. Et je reviendrai peut-être après dessus. On a des modèles... le travail avec les Britanniques et au travail de la CGF et de tous les développements qu'on peut sur cette coopération nous permet de faire beaucoup de benchmarks sur les modèles d'armée. Et je pense qu'in fine, la France définit elle-même et seule son modèle d'armée qui reste cohérent. On voit, ce qu'on voit côté britannique, c'est quand même, in fine, une composante terrestre qui est relativement restreinte dans l'époque actuelle.
Et on sent un vrai push des Britanniques sur la haute technologie et sur le cyber. Ça, on sent vraiment l'effort britannique là-dessus. La haute technologie, armes à énergie dirigée. Deuxième point, on sent une vraie appétence des Britanniques à développer un dialogue avec les Français sur le spatial, parce que nous avons quand même une position singulière d'être une nation très autonome et très capable dans le domaine spatial, alors que les Britanniques ont développé leur composante spatiale beaucoup plus avec les Américains et ne disposent pas de moyens de lancement en propre comme nous avons au CSJ de Kourou. Donc il y a quand même certaines différences qu'il faut gérer dans notre coopération. Voilà. Ensuite, en termes de capacité de déploiement, de capacité d'emploi, on est quand même sur des modèles assez similaires. Alors je vais compléter un petit peu. Les modèles sont très différents, mais comme ils sont très différents des modèles d'armée de tous les pays, de tous nos partenaires, tout simplement parce qu'un modèle d'armée, il est construit en fonction d'ambitions stratégiques, il est conçu en fonction d'une situation géopolitique et géostratégique particulière, il est construit également en fonction des moyens qu'une nation est prête à mettre à disposition de son armée pour subvenir à ses ambitions. Et puis enfin, et je pense que c'est pour ça que vous me posiez la question, un modèle d'armée, il est aussi très inculturé. Inculturé non seulement dans un environnement politique propre à une nation et toute l'histoire qu'il y a derrière, mais également la culture militaire. Alors ce que je vais dire en conclusion, c'est que les modèles sont assez proches, mais assez dissemblables également, assez proches du point de vue de la construction, assez dissemblables du point de vue des volumes, et très dissemblables du point de vue culturel, parce que l'environnement politico-militaire, le processus décisionnel par exemple, n'est pas le même, et parce que l'histoire militaire n'est pas la même. Et je vais quand même conclure en disant deux choses. Premièrement, nous avons deux modèles d'armée extrêmement interopérables au niveau opérationnel, ça c'est vrai, et nous l'avons expérimenté comme le rappelait le colonel Cunard au long de toute notre histoire. Et aussi, et c'est peut-être une petite plaisanterie, je vais terminer en disant que nos deux modèles d'armée se sont affrontés et construits l'un contre l'autre pendant des siècles, et maintenant ils se construisent l'un avec l'autre, mais chacun de son côté de la Manche, avec tout le système culturel que ça suppose. Et puis je voudrais terminer en m'excusant auprès des journalistes britanniques qui sont en ligne, parce que j'étais un peu sommaire en parlant du roi Charles III, qui n'est évidemment pas que roi d'Angleterre, mais roi du Royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Une autre question. Merci pour cette réponse. Une autre question en audio ? Mon colonel, merci beaucoup pour votre exposé et le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. Merci. Le colonel Godillère va maintenant, porte-parole de l'état-major des armées, va maintenant faire le point sur les opérations. Merci mon général. C'est parti pour le tour hebdomadaire des opérations, à commencer par la mer de Norvège, avec la semaine dernière, dans le cadre du renforcement de l'interopérabilité au profit de l'Alliance, le chasseur de mines tripartite, le CMT CFE, qui a poursuivi sa participation à l'exercice Joint Warrior en mer de Norvège, au sein du groupe de guerre des mines de l'OTAN. Le CFE a ainsi pu renforcer son interopérabilité avec les autres unités du groupe, en réalisant des manœuvres communes, notamment avec les bâtiments norvégiens comme le Nordkapp et un bâtiment néerlandais, le Schiedam. Il a été ensuite mandaté pour relocaliser et relever avec succès une mine d'exercice qui était recherchée par la marine norvégienne. Le groupe de guerre des mines a ensuite patrouillé en formation dans les fjords norvégiens, dont vous voyez la photo s'afficher, l'occasion d'effectuer des entraînements très variés avec nos alliés, des manœuvres, des plongées et des tirs d'artillerie. En mer du Nord, dans le cadre de la surveillance maritime au profit de l'Alliance, le 15 mars, la frégate multimission Aquitaine a quitté son port-base de Brest pour rejoindre la force navale multinationale de l'OTAN, qu'on appelle la SNMG-1, Standing NATO Maritime Group 1, en mer du Nord. La frégate a ainsi retrouvé ses partenaires le 18 mars, à l'occasion d'un exercice de combat naval entre les unités de surface.
Lors de ce déploiement, les navigations conjointes permettront à l'équipage de l'Aquitaine de développer son interopérabilité, là aussi, avec les autres unités alliées du groupe. En Lituanie, dans le domaine aérien, le dispositif d'alerte permanente au profit de l'Alliance. Du 16 au 22 mars, les Rafales ont effectué 9 missions d'entraînement aux côtés de leurs alliés, dont 6 aux côtés des alliés de l'OTAN. Et le 21 mars 2023, 2 Rafales ont décollé sur alerte réelle du Combined Air Operations Center, CAOC, de l'OTAN pour vérifier l'identité de 2 aéronefs aux abords de l'espace aérien balte. La patrouille de Rafale a accompagné un premier avion de chasse avant d'être réorientée vers un deuxième avion de transport cette fois-ci. Le lendemain, 2 Rafales ont également décollé sur alerte, toujours du CAOC de l'OTAN, pour vérifier l'identité de 2 autres aéronefs aux abords de l'espace aérien balte. En Roumanie, et dans le domaine terrestre cette fois-ci, le 15 et le 19 mars, sur le camp de Cincu, une bataille d'infanterie du Battle Group s'est entraînée au combat en zone urbaine, aux côtés de ses partenaires roumains et portugais. Ces entraînements ont permis de renforcer l'interopérabilité de l'ensemble des nations participantes et une semaine également marquée par le début d'autres exercices multinationaux qui vont permettre aux soldats de se familiariser avec les procédures de combat interalliés d'autres nations, donc la Pologne, le Portugal déjà mentionné, la Roumanie et la France. Et dans ce cadre, du 20 au 24 mars, c'est l'exercice Black Scorpion qui s'est déroulé, commandé à partir d'un poste de commandement roumain. Enfin, la compagnie de reconnaissance néerlandaise a également achevé sa relève et s'est vue renforcée par un peloton d'éclairage de l'armée luxembourgeoise, une première dans le bataillon multinational sous commandement français. En Méditerranée orientale, la frégate multimission, la FREM Languedoc, a appareillé de Toulon le 10 mars pour intégrer le SNMG-2, la force multinationale permanente de l'OTAN dans la région, dans le cadre du renforcement de la posture dissuasive et défensive de l'Alliance. Déployée en Méditerranée orientale, la FREM Languedoc a conduit, à l'occasion d'une escale à Limassol du 16 au 19 mars, différentes activités visant à renforcer la coopération franco-chypriote. Une série d'exercices, donc, avec le bâtiment de soutien chypriote Al-Azia, comme des séances d'évolution tactique, une présentation pour un ravitaillement à la mer et des exercices de communication. En Afrique, dans le golfe de Guinée, poursuite de l'opération Corimbe, donc la coopération et la sécurisation maritime, avec le 15 mars dernier, l'avion Falcon 50 de la Marine nationale qui est projeté à Dakar et qui a effectué un vol de surveillance des pêches et de lutte contre les pollutions, SAGN, avec à son bord, assez régulièrement maintenant, la présence d'un inspecteur des pêches sénégalais en l'occurrence. Ces missions permettent d'allier les capacités de surveillance de l'avion et l'expertise de l'inspecteur, évidemment, sur la zone de patrouille. Par ailleurs, le patrouilleur de haute mer 1er mètre l'air, PHM 1er mètre l'air, a poursuivi ses patrouilles dans le golfe de Guinée en direction de Pointe-Noire, traversant des zones connues pour ses actes, les risques d'actes de piraterie. Sur son trajet, au large de Libreville, 2 officiers gabonais ont par ailleurs été embarqués pour une durée d'1 semaine dans le cadre de la coopération entre les marines gabonaises et françaises. Au Proche et Moyen-Orient, on commence avec, au Liban, une activité de coopération opérationnelle, où le 16 mars, le porte-hélicoptère amphibie PHA Mistral, avec à son bord un groupement tactique embarqué de l'armée de terre et un hélicoptère Super Puma de l'armée de l'air et de l'espace, ont appareillé Toulon avec le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Seine, afin de conduire une activité de coopération opérationnelle avec les forces armées libanaises. Cet exercice interarmé Cèdre Bleu met en œuvre du 22 au 29 mars différentes composantes et matériels dans le cadre d'un scénario de déploiement amphibie associé à des manœuvres aéroterrestres. Il contribue au partage de savoir-faire et permet de renforcer l'interopérabilité en ciblant plus particulièrement les domaines de l'action de l'État en mer, comme par exemple la lutte contre la pollution et la lutte contre les trafics illicites.
à Djibouti, pardon. Oui. Exercice bilatéral amitié d'appui aux forces armées djiboutiennes et de sécurité intérieure du 12 au 16 mars. C'est un exercice de grande ampleur et qui est bilatéral et annuel. Donc là, nous y appuyons les armées... Pardon, c'était un appui des armées françaises au profit des forces armées djiboutiennes dans un scénario où l'intégrité du territoire djiboutien serait remis en cause. Les activités successives de coopération opérationnelle ont permis de mettre en œuvre de nombreux savoir-faire avec les Djiboutiens dans un contexte multimilieu et multichamp, c'est-à-dire qu'il a permis d'entraîner les différents milieux, terre, air, mer, et bien sûr les champs immatériels, comme par exemple le cyber. Les moyens des forces françaises déployées à Djibouti ont été renforcés par des commandos parachutistes du 2e et 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine, arrivant respectivement de l'île de la Réunion et de Carcassonne, ainsi qu'un détachement du commandement pour les opérations interarmées et d'une unité d'aide à l'engagement de la 2e brigade blindée. Enfin, un avion de transport CASA des forces armées de la zone sud de l'océan Indien, les Fazoy, et un avion de transport A400M de la base aérienne 123 d'Orléans ont également participé à cette manœuvre. En mer Rouge, le 10 mars, la frégate de type Lafayette FLF Courbet et un détachement hélicoptère Panthère de la flottille 36F ont quitté le port de Toulon pour un déploiement de plusieurs mois dans le golfe arabo-persique. Après le franchissement du canal de Suez, le Courbet est entré en mer Rouge le 15 mars et durant ce déploiement, le Courbet agira en soutien des missions européennes Atalanta et Agénor. Il participera ainsi à l'appréciation autonome de la situation aérienne et maritime dans le Golfe et contribuera à la liberté de navigation dans cette zone stratégique pour les flux d'approvisionnement. Il contribuera également à la lutte contre la piraterie et les trafics illicites qui touchent la région. En océan Indien, poursuite du déploiement opérationnel du groupe Jeanne d'Arc 2023. Le 18 mars, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude et la frégate Lafayette ont accosté à Singapour pour 3 journées d'échange. Et les soldats du groupement tactique embarqué ont réalisé une séance de tir de combat inédite avec une délégation de l'armée de terre singapourienne. De leur côté, les marins français ont échangé avec leurs homologues singapouriens sur leurs procédures en matière de visite de navires suspects. Ces activités de coopération se sont donc poursuivies après l'appareillage du groupe de Jeanne d'Arc conjointement avec un patrouilleur singapourien. Le groupe poursuit à présent sa route vers le sud-est en direction de l'Indonésie et au-delà de la Nouvelle-Calédonie. En Polynésie française, le 20 mars, lors de sa mission Asie 2023, la frégate de surveillance prairiale a réalisé une série d'exercices avec le patrouilleur Caponen des gardes-côtes philippins en mer de Chine méridionale. Aussi, un exercice de visite de bâtiments suspects a été mené sur le navire philippin et a permis à l'équipe de visite du prairial de s'entraîner dans le cadre précité des missions de l'action de l'État en mer. Ces manœuvres conjointes constituent un excellent moyen de développer toujours l'interopérabilité dans le cadre d'une approche multilatérale de la France dans cette région. Et ceci permet d'illustrer le statut de nation riveraine et souveraine du Pacifique de la part de la France, soucieuse aux côtés de ses partenaires des enjeux de sécurité, quels qu'ils soient dans la région. En Guyane, l'exercice majeur des forces armées françaises en Amérique du Sud, fer de lance, s'est terminé ce 20 mars. Et il permet d'entraîner à la fois un état-major, donc un poste de commandement interarmée de théâtre, associé à un déploiement de troupes sur le terrain, et s'est articulé autour d'un scénario de gestion de crise dans un pays fictif. Cet exercice a réuni plus de 1000 participants, outre toutes les composantes des forces armées en Guyane et les services de soutien. Il y avait des forces armées partenaires, dans l'ordre le Brésil, le Suriname, le Guyana et les services de l'État en Guyane, la préfecture, les hôpitaux et l'Académie de Guyane. S'y est joint également le régiment du service militaire adapté RSMA de Guyane. Et tout ceci a permis d'entraîner ensemble la chaîne civilo-militaire pour procéder et reconstituer donc une opération d'évacuation de ressortissants dans
un pays fictif qui était le cadre de l'exercice. Je termine par le territoire national avec la sécurisation des événements sportifs. Alors très précisément le match France-Galles de ce samedi 18 mars, mais plus généralement dans le cadre de la coordination interministérielle de la protection des Jeux olympiques à venir. Ainsi, les armées françaises participent à la montée en puissance de la lutte anti-drone, avec un mandat qui a été confié à l'armée de l'air et de l'espace. Et afin d'assurer la montée en puissance de ce dispositif, les armées ont participé à la protection du match du tournoi Destination. Et vous voyez ici une composante donc à terre d'aviateurs avec des fusils brouilleurs. Et il y a aussi il n'apparaît pas sur la photo, mais il y a bien un dispositif aérien avec un hélicoptère de surveillance. Et tout ça commandé à partir d'un poste, d'un centre opérationnel de commandement qui fusionne et qui coordonne et qui supervise l'activité drone par la corrélation des informations de tous les capteurs employés. Et la montée en puissance se poursuivra notamment au cours de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en France à l'automne. J'ai terminé pour ce tour rapide des opérations et je suis prêt à répondre à vos questions. Sur les interceptions aériennes sur la Baltique, je suppose qu'il s'agissait d'aéronefs russes. Oui. Les deux. Oui. Sans plus. Donc, ça fait beaucoup. Ça commence à faire un petit peu beaucoup, ces interceptions. Mais c'est parce qu'on y est déployé et donc qu'on est. Le trafic qui passe au large des pays baltes n'est pas. On a fait des comparatifs par rapport aux 2 dernières années ou 3 dernières années et pas singulièrement particulier. Voilà. C'est plutôt dans la norme en fait. Trafic aérien. Y a-t-il des questions en audio? Mon colonel, merci beaucoup. Merci à tous. Et à bientôt pour un prochain point presse du ministère des Armées, ici même à Ballard.